Bonjour à toi, Michel-Marie Perraudin, Bonjour. et bienvenue à Saint-Paul-en-Cornillon dans les locaux de la Maison Mémérou. La Maison Mémérou qui est aussi un satellite du CTC 42 qui organise cette série de vidéos. Donc le dispositif s'appelle les communs d'abord et ça permet à chaque association faisant partie du CTC de venir ici pour enregistrer une capsule vidéo promotionnelle. D'accord, très bien. Donc je vais te laisser présenter ton association qui est la Maison Mémérou. Alors la Maison Mémérou, c'est plus une question presque qu'une association. Ça démarre du moins comme ça. On s'est dit, ce monde néolibéral dans lequel on vit tous et dans lequel on a dû croire plus ou moins tous, manifestement est trop lourd à porter pour l'écosystème Terre et peut-être plus très enviable socialement. Peut-être qu'il commence à poser des vrais problèmes d'essoufflement, tout simplement. Il serait au bout de son règne, en fait. Et donc, voilà, l'association La Maison Mémérou, c'est une sorte de petit, c'est très modeste, hein, petit think tank qui interroge le monde. Donc, on fait venir des artistes du chant, de la musique, conteuses. Un prêtre était là, Yanis Yolunta, c'était là dernièrement aussi, plus dans sa logique à lui, Toto Anar. Chacun y va de sa façon à lui d'imaginer un avenir ou d'interroger le monde. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est fondé. Et c'est notre objet social, en fait. C'est bien ça, interroger le monde. D'accord. Et comment la Maison Mémérou a-t-elle été créée? Alors, elle est créée comme, quand même, enfin pas beaucoup, mais oui, quand même, plusieurs associations ont été créées pendant le premier confinement du Covid. C'est un moment où, dans une vie où les urgences de la temporalité néolibérale commencent à retomber, enfin retombent même clairement. On n'utilise plus de voiture, on sort très peu, on ne travaille pas. Et donc on a mis à profit ce temps pour s'interroger sur ce qui nous arrivait. Est-ce que c'était totalement imprévisible ou au contraire, comme le laissait entendre le rapport Meadows de 72, la proximité avec les animaux devient tellement importante que c'est possible que des maladies de ce type-là arrivent. Donc voilà, on s'interroge tout simplement pendant le premier confinement et on se met à lire, notamment pour moi, par exemple, ça a beaucoup été Lordon, Piketty, Aurélien Barraud, Barbara Stiegler, enfin voilà, des noms comme ça. On écoute des Thinkerview à qui on doit beaucoup aussi. Et voilà, c'est suite à ça, on se dit, tiens, ben nous aussi, on va essayer d'interroger le monde à notre façon, parce qu'on ne voyait pas très bien quoi faire d'autre, en fait, parce qu'on ne savait même pas quoi faire d'autre. Donc, puisqu'on ne sait pas, on interroge. C'est le premier réflexe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en préfecture en disant, ben voilà, on veut déposer des statuts d'une association. Ok, très bien. Donc maintenant que tu nous as présenté la base de la Maison Mémérou, je vais te laisser te présenter personnellement. Donc qu'est-ce que tu fais à la Maison Mémérou? Oui. C'est quoi ton rôle? Personnellement, ça risquerait d'être long, mais je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de moi. Mais par contre, oui, au sein de la Maison Mémérou, évidemment, j'ai un rôle qui est assez clair. J'en ai deux, en fait. Le premier, ce serait celui de régisseur général. Donc, je fais en sorte qu'il y ait du personnel, qu'il y ait du matériel, que des invités soient là, que quand c'est des artistes, il y ait du son, il y ait de la lumière. Voilà. C'est ce travail qui permet, voilà, de réaliser les choses. Et donc, c'est de la régie générale. L'autre chose, je suis pour le moment, ce sera probablement pas éternel, mais garant de la ligne éditoriale de la Maison Mémérou. C'est-à-dire que ce soit des musiciens, que ce soit des conteurs, que ce soit des invités, peu importe le domaine dans lequel on va intervenir, ils sont multiples en fait. On tisse aussi des liens avec beaucoup d'associations. Je fais toujours en sorte que la ligne éditoriale soit claire. On ne fait pas n'importe quoi, on n'invite pas n'importe qui. On a quand même une identité culturelle, politique, qui est claire et je veille au grain, je veille à ce qu'on soit toujours très, très clair et droit dans ces clous-là. Ok. Et donc tu as un lien avec le CTC 42? Ah bah oui, très fort. Et quel est ce lien? Le lien, il s'est fait tout seul quand j'ai voulu réunir des acteurs de la transition écologique, quand j'ai voulu aller chercher des gens pour nous parler de ce danger, alors chacun voit ça à sa porte, hein, mais de ce danger que le GIEC
qualifie d'immédiat, en fait, d'un effondrement de la biodiversité, par exemple, d'un effondrement civilisationnel. Je suis allé voir naturellement Alternatiba, je suis allé voir naturellement Extinction Rébellion, je suis allé voir les copains d'attaque, enfin tout ce monde-là, tout ce monde associatif et énormément d'autres associations stéphanoises. Et on se rend compte assez vite qu'en fait, ils sont tous plus ou moins chapeautés par le CTC 42. Alors évidemment, c'est pas du tout, le CTC 42 ne sont pas des prédateurs, hein. Chaque association fait bien ce qu'elle veut, ils sont juste là en appui logistique, en essayant de mettre en forme, d'organiser des événements avec eux. Je pense à la Fête des Possibles, où ils ont réuni énormément d'associations autour de cette grande fête des possibles, qui est une fête européenne. Voilà, ils jouent ce rôle de mise en relation, et très vite j'ai compris que c'était eux qu'il fallait aller voir, et très vite d'ailleurs je suis rentré dans le conseil d'administration du CTC 42. Et oui, et le CTC 42 qui, à travers un dispositif qui s'appelle l'Observatoire citoyen, interroge les limites planétaires. Et donc, oui. C'est vraiment, pour eux c'est quand même l'essentiel. Ils prétendent, mais sûrement à juste titre, hein, qu'une fois qu'on a tout écouté, tout compris, tout vu, les limites planétaires, c'est vraiment la pierre d'achoppement pour l'Homo sapiens. C'est là qu'il risque de trébucher. On a cru certainement, en toute bonne foi, qu'il était possible, en toute liberté, d'avoir des piscines, des maisons, des bateaux, aller dans l'espace, revenir. Enfin, on a tous cru qu'on était tellement intelligents que tout serait possible demain. Et on est en train de se rendre compte que, oui, c'est vraiment cette pierre d'achoppement, ce caillou dans la chaussure, les limites planétaires ne tiennent pas. Et là, il y a des scientifiques qui nous disent attention, attention, les cycles de l'eau, du carbone, de l'azote, enfin, il y a énormément de dysfonctionnements qui commencent à apparaître, qui sont très lourds. Et on ne peut pas aller plus loin, il va falloir changer notre modèle, et que cette notion, donc c'est le donut et de limites planétaires, sont des notions extrêmement essentielles à bien comprendre, et le CTC donc travaille beaucoup à ça. Et oui, et j'allais te demander par rapport aux limites planétaires, comment la maison Memero, elle se situe par rapport à ça? Alors là, il va falloir être d'une grande modestie. Si dans ces associations qu'on a déjà évoquées rapidement, certaines travaillent la terre réellement, hein, je pense au Treuil par exemple, qui mettent les mains dans la terre et qui essayent d'inventer une nouvelle agriculture. Si certaines associations, je pense au patron de la Confédération paysanne, s'intéressent beaucoup à l'eau par exemple et à son partage. Donc ils sont vraiment dans le réel, il s'agit de partager des mètres cubes d'eau. Des gens s'intéressent beaucoup à la mobilité, des mobilités pour qu'elles soient moins impactantes sur l'écosystème. Si certains travaillent par exemple sur les contenus numériques en essayant de les partager, faire en sorte qu'ils se partagent de façon beaucoup plus horizontale, nous malheureusement, il faut être clair, on interroge ces gens. On interroge le monde, mais on n'est pas tellement dans l'efficacité, on n'est pas dans le réel, on n'est pas accroché au réel. Et donc, quel est le grand objectif du coup de la maison Memero? Alors, c'est un objectif mouvant. Je dirais aujourd'hui, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Si à une époque c'était interroger le monde, tout doucement, on se dit qu'on voudrait contribuer, là encore avec beaucoup de modestie, mais contribuer à élaborer une nouvelle narration pour l'Homo sapiens. L'Homo sapiens est de toute évidence un animal qui, pour travailler ensemble, pour construire ensemble, pour faire quelque chose de l'ordre d'une civilisation, a besoin d'avoir une croyance commune, des objectifs communs. Dans les exemples les plus flagrants sont les croisades. Des gens qui ne se connaissent pas, qui ne parlent même pas la même langue, qui ne risquent pas de s'habiller de la même façon, qui n'ont pas du tout les mêmes codes sociaux, qui n'ont pas la même odeur, rien ne va. Mais ils ont une pensée commune, ils ont un rêve commun, aller libérer le tombeau du Christ. Et donc ils y vont, et c'est très étrange à quel point une fiction, une action commune est capable de les réunir et de les mettre en marche.
On a eu ça donc avec ce néolibéralisme, on a tous cru qu'on allait être libre, on a tous cru plein de choses, et on se rend compte aujourd'hui qu'on touche tellement profondément et tellement douloureusement l'écosystème Terre qu'on risque de ne pas réussir même à survivre assez rapidement. Donc l'idée, c'est de dire, si on a besoin d'une narration pour se mettre ensemble, travailler ensemble et construire ensemble quelque chose, travaillons sur cette narration. Donc s'il y avait un objectif final, certainement pas de l'écrire nous, on en serait bien incapable, mais de contribuer à tout ce travail de fourmi qui est réalisé par des associations, par des intellectuels de tous bords, par le GIEC, par Oxfam, ils sont partout. Hein. Là, on touche, et c'est planétaire, c'est pas du tout français, c'est pas européen, c'est le monde entier. Voilà, on participe à cette mouvance-là d'humanité qui peut-être débouchera un jour sur une nouvelle idée, une nouvelle narration, des nouvelles personnes aussi qui vont les enrouler, et que on joue ce tout petit rôle dans ce grand mouvement de l'après-capitalisme consumériste. Parce qu'il va quand même falloir changer de modèle. C'est ça l'idée. Et cette fois-ci, est-ce que toi, tu as un objectif, ce que tu aimerais faire pour plus tard, ce que tu espères pour la Maison Mémérou? Alors, ce que j'aimerais faire plus tard, il ne reste plus grand-chose devant. On s'en rend vite compte que juste en me voyant que probablement l'essentiel est derrière. Plus tard, essayer d'éviter l'EHPAD comme beaucoup, mais c'est pas trop l'objectif, c'est pas ma carrière dont il s'agit. Ce que j'avais à faire, j'ai dû le faire, je pense. Enfin, de toute façon, si je l'ai pas fait, je le ferai plus. Mais oui, le rêve, si on peut dire ça comme ça, ce qui serait bien, c'est que cette Maison Mémérou, dans tous ses liens, dans toutes ses liaisons avec des tas de gens, dans sa matérialité aussi, soit un jour récupérée par des gens plus jeunes, avec des gens qui auront plus d'avenir que moi, parce que évidemment que c'est pas du tout à moi de refaire le monde, hein, et que l'aventure continue. Cette aventure avec sa modestie, mais malgré tout sa réalité, elle est là quand même. Hein. C'est pas grand chose, mais ça n'est pas rien. On n'a pas renoncé, on continue quand même de se battre, et que voilà, ce petit peu, aussi modeste soit-il, si d'aventure il pouvait intéresser un jour des personnes et que l'aventure continue, oui, j'en serais heureux. Mais c'est pas plus que ça. Oui. Bien, très bien. Et donc, avant de finir cet échange, j'avais une dernière question à te poser. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici, dans un petit village qui s'appelle Saint-Paul-en-Cornillon? Alors, ça fait partie de la réflexion. Je serais volontiers un disciple de Guillaume Faburel, de l'archipel du vivant. Je suis assez convaincu que la métropolisation du monde, qui est vraiment le fer de lance de cette pensée néolibérale, ce paroxysme, hein, son acmé, c'est vraiment vers là qu'il va. Comme cette fiction doit s'arrêter, logiquement son fer de lance va s'arrêter aussi avec qu'on ne pourra plus continuer d'avoir des mégapoles toujours plus grandes, plus dévoreuses d'énergie, de métaux lourds, de nourriture, d'eau. Enfin, c'est pas possible. Ces concentrations démesurées de pouvoir aussi politique, hein, de pouvoir financier, de pouvoir de biomasse tout simplement, d'eau, c'est pas possible, c'est pas l'avenir de l'homme, c'est pas l'avenir de l'homo sapiens, et que certainement à un moment donné on est allé trop loin dans une démarche qui n'était peut-être pas mauvaise, mais elle est allée trop loin. Et cette espèce de jusqu'au boutisme, en fait, risque vraiment de nous faire connaître le pire. Donc je crois qu'il faut revenir dans les territoires. Il faut quand même qu'on arrive à produire le plus localement possible, en se fédérant évidemment d'un territoire à l'autre. Et que, voilà, c'est pour ça qu'on veut, alors toujours pareil, hein, très modestement, faire venir de la culture qui traditionnellement est en ville, et dans les grands centres urbains, la faire venir dans ce village, des intellectuels qui a priori n'ont pas vocation à venir entre la Loire et la Haute-Loire, ils sont plutôt parisiens ou européens, ils viennent quand même chez nous, et c'est depuis un territoire, depuis un petit village, que quand même des gens s'adressent au monde, et c'est très important pour nous. On est persuadé qu'effectivement, cette notion de localité, de biorégion, il y a tout un vocabulaire qui va avec, c'est vraiment ça qu'on défend. Il faut à tout prix réempuissanter les territoires.
Et on travaille à cela, c'est pour ça qu'on est ici. D'accord, parfait, merci. Donc merci d'être venu, Michel-Marie Desrodins, et je te souhaite une très bonne continuation. Certainement, à très bientôt, merci. Merci, à bientôt.